Eh bien, bonsoir à toutes, bonsoir à tous et surtout un grand merci d'être là. Madame Agnès Firmin-Lebaudot, ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, l'association Empreinte et ses partenaires, Clésia, Orsip, IPK, nous ont invités à cette soirée autour du deuil au travail. Depuis 1995, sous le nom de Vivre son deuil d'abord, l'association Empreinte, avec sa ligne d'écoute nationale, écoute, accompagne les personnes en deuil, elle identifie les difficultés rencontrées et puis après, elle porte ces sujets pour proposer, entre autres, des outils pour mieux accompagner évidemment ce moment de vie qui est si particulier et qui n'arrive pas qu'aux autres. Un salarié sur deux a été confronté au deuil. Il faut donc bien un outil pour accompagner le deuil en entreprise. C'est le guide Deuil au travail que nous vous présenterons tout à l'heure. Nous écouterons aussi des témoignages, celui de Marie Gay de Tailly, Delphine Bouzy et aussi celui du journaliste Bruce Toussaint. Pour tout vous dire, ce soir, vous deviez être accueillis par Nathalie Hannet, qui est la présidente de l'association Empreinte. Malheureusement, elle est souffrante. Elle sera donc représentée ce soir par Maya Bartel-Bouzard, qui est psychologue et administratrice de l'association. Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé, je vais vous demander de venir nous rejoindre. Vous êtes en charge de la politique sur la fin de vie et dans ce cadre, vous vous êtes emparé du sujet qui nous occupe et qui fait partie de la vie, qui fait même partie de nos vies. Et je suis très heureuse, l'association Empreinte aussi est très heureuse de vous donner la parole. Bonsoir, Madame la ministre. Bonsoir, bonsoir à tous. Alors, Stanislas Guérini nous rejoindra tout à l'heure. Pas saluer Nathalie, elle n'est pas là, mais on lui transmettra. Madame la déléguée générale d'Empreinte, chère Marie Tournigan, mesdames et messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise et responsables de services publics, mesdames et messieurs les directeurs et gestionnaires de ressources humaines, mesdames et messieurs les professionnels de santé et d'accompagnement, mesdames et messieurs. Je suis particulièrement honorée de vous accueillir ici, au ministère de la Santé et de la Prévention, pour cette soirée très importante qui nous réunit sur la question sensible de l'accompagnement du deuil. Nous avons tous une vision personnelle du deuil, expérience à la fois universelle et intime, aux réalités multiples, voyages pénibles et difficiles auxquels chacun est amené à faire face. À l'occasion du débat sur la fin de vie lancé par le président de la République le 13 septembre dernier, c'est notre rapport à la mort qui a été questionné. Et c'est dans le cadre fixé par le président de la République et la première ministre que j'ai souhaité articuler la réflexion autour de 3 volets afin de mettre en perspective les enjeux identifiés autour de la fin de vie dans notre pays. D'une part, sur le nouveau droit de choisir sa fin de vie. Quelle réponse à apporter à la question posée par le comité consultatif national d'éthique dans son avis 139 de septembre 2022. D'autre part, sur l'état des lieux et les modalités de développement des soins palliatifs, avec les enjeux d'égalité d'accès, de formation des professionnels de santé, d'information de nos concitoyens, comme les directives anticipées, pour ne citer que cela. Mais également, et c'est pour moi un sujet essentiel, sur l'accompagnement de la fin de vie. La place du deuil, la place du rôle des aidants, la place de la visite dans les EHPAD et dans les hôpitaux. Nous avons tous en mémoire des situations personnelles dramatiques durant la crise du Covid. Cette période a ramené la dureté et la réalité de la mort dans notre quotidien intime, familial, et aussi dans notre quotidien au travail. Lorsque nous sommes touchés par la perte d'un parent, d'un être cher, d'un collègue, il est essentiel que l'entourage, que la communauté professionnelle aussi, soutiennent ceux qui traversent cette épreuve. Pour toute personne qui est confrontée, la mort du proche est, en fonction de circonstances de sa survenue, mort naturelle, mort brutale, accidentelle, suicide ou décès faisant suite à une maladie, en fonction des conditions dans lesquelles elle a pu être anticipée, accompagnée, ritualisée, cette mort est susceptible de retentir plus ou moins fortement sur la manière de poursuivre sa propre vie, tant au plan personnel que professionnel. Le deuil est une étape difficile et douloureuse dans la vie de toute personne qui perd un être cher. 650 000 personnes décèdent chaque année dans notre pays, ce qui conduit à ce qu'environ 3 millions de personnes soient endeuillées chaque année. Pourtant, dans notre société, parce que la mort est devenue tabou, l'impact du deuil est souvent sous-estimé et mal accompagné. Tout d'abord, il est essentiel de reconnaître que le deuil est un processus individuel et que chaque personne le vit à sa manière.
Comme il n'y a pas de bonne mort, de mort zéro défaut, il n'y a pas de bon ou de mauvais deuil. Mais il est important de permettre à chaque personne de vivre cette étape à son rythme et au regard de la résonance physique, psychologique et sociale qu'elle peut engendrer, d'apporter des réponses, des ressources qui répondent au mieux à ses besoins. Aussi nous faut-il collectivement reconnaître l'impact du deuil et mettre en place un véritable accompagnement pour les personnes endeuillées. Il est crucial de soutenir et de développer des structures d'accompagnement pour les personnes endeuillées. Cela peut prendre la formation de groupes de soutien, de thérapies individuelles, de programmes spécifiques pour les enfants et les adolescents en deuil. Il est également important de former les professionnels de la santé et les travailleurs sociaux à accompagner les personnes endeuillées de manière efficace et empathique. Alors que notre pays connaît une transition démographique marquée, le vieillissement de la population active induit un accroissement sensible des situations de deuil vécues pendant la période d'activité professionnelle. C'est la raison pour laquelle les modalités qui permettront de mieux considérer et accompagner le deuil sont un des objectifs majeurs du futur plan décennal et du projet de loi relatif à la fin de vie annoncé par le président de la République le 3 avril dernier. Si le deuil est une épreuve normale de la vie, la pathologie du deuil constitue une réalité croissante qu'il convient de prévenir. À travers ce guide, réalisé par l'association Empreinte, l'objectif est de fournir des clés pour accompagner chaque étape du deuil au travail, en s'appuyant sur un cadre de référence nationale et collectif. Le deuil ne s'arrête pas aux portes de lieux du travail. L'impact de la perte d'un être aimé, la douleur, voire la souffrance qu'elle génère, nécessite un soutien de l'entreprise, du collectif de travail à la personne, quel que soit son positionnement dans l'équipe. Tendre la main, être présent, prendre le temps d'échanger sont quelques réflexes simples, parfois plus complexes, que nous devons adopter lorsque les émotions et les responsabilités s'entremêlent. C'est pourquoi j'ai souhaité placer la question de la terminologie au cœur de nos travaux sur la fin de vie, car il est parfois difficile, voire impossible, de trouver et d'utiliser les mots jusque lors des situations de deuil, notamment dans le monde du travail. Au-delà, l'écoute attentive, l'adaptation momentanée des tâches professionnelles ou la mise en relation avec les services de médecine et de prévention au travail doivent pouvoir être intégrés au fonctionnement normal d'un service ou d'une entreprise. Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à ceux qui s'engagent sur cette question, que ce soit individuellement, en faisant preuve de solidarité et d'humanité envers un collègue touché, ou collectivement, comme en témoigne le remarquable travail de sensibilisation entrepris par l'association Empreinte, et plus largement par la communauté des acteurs qui s'engagent dans l'accompagnement des aidants. J'ai déjà eu l'occasion de le dire plusieurs fois, mais je le redis. Pour moi, le témoignage de cette femme que j'ai rencontrée à Nancy, qui a accompagné son mari en fin de vie, qui me dit « Madame, vous comprenez, je suis passée de aimante à aidante. La seule lettre qui change, c'est D. Aider, c'est difficile. » Rien que cette phrase suffit à ce que nous nous engagions dans aussi l'accompagnement des aidants, quel que soit leur âge, confronté à la fin de vie et à la mort de personnes aimées. Vous l'avez compris, les travaux qui sont les vôtres, les travaux qui seront les vôtres seront importants et permettront de nourrir des réponses à cette question difficile de l'accompagnement du deuil. C'est un engagement auquel je tiens, auquel je sais nous tenons beaucoup aussi. Je crois que c'est un engagement que nous devons à nos concitoyens et sur lequel nous allons, dans les semaines, dans les mois à venir, trouver des réponses. Qu'elles relèvent du législatif ou pas, il nous faut avancer. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci Madame la Ministre, on vous remercie vraiment pour votre engagement sur ce sujet du deuil et j'appelle maintenant Maya Bartel-Bouzard qui va s'adresser à nous donc au nom de Nathalie Hannet, la présidente de l'association Empreinte qui, je vous le disais, est souffrante. Et voilà, c'est donc Maya, on va s'installer ici par exemple. Maya, vous allez introduire notre table ronde, notre table ronde en évoquant donc les enjeux et le contexte de cette soirée. Voilà, je vous passe le micro. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les journalistes, membres des cabinets, entreprises et associations partenaires, bonjour à toutes et à tous et merci d'être présents avec nous ce soir parce que le deuil, c'est essentiel. Nous vous remercions chaleureusement, Madame la Ministre,
de nous avoir invités à organiser dans votre ministère cette soirée à l'occasion du lancement d'un guide deuil pour les entreprises. Nous vous remercions pour les soutiens que vous apportez à l'action d'Empreinte et au développement de l'accompagnement des personnes endeuillées. C'est l'occasion pour nous d'appeler l'attention du gouvernement et du grand public sur les situations des deuils au travail qui, nous les verrons, ne sont que très rarement et souvent maladroitement prises en charge. Les retours et les maintiens dans l'emploi des actifs en deuil est très fragile. Qu'ils aient été aidants ou que les décès surviennent brutalement, 11% des actifs ne reprennent pas le travail après le décès d'un proche. En nette augmentation, les arrêts de travail liés à un deuil atteignent 34 jours en moyenne par an. Ils représentent une charge de 700 millions d'euros d'indemnités journalières versées par l'assurance maladie. Nous avons souhaité vous réunir ce soir car les deuils ne s'effacent pas aux portes de l'entreprise, comme l'a dit Madame la ministre. Le travail est pour certains un appui, une ressource pour vivre son deuil, quand pour les autres, la douleur est telle qu'ils sont obligés de s'arrêter de travailler. Avant de donner la parole aux invités qui ont accepté, un grand merci à eux de participer à la table ronde avec Marie Tournigan, notre déléguée générale. J'aimerais élargir les propos à la prise en compte du deuil dans notre société. Vous le savez, notre association développe un accompagnement des deuils pour tous et partout. Depuis 1995, nous avons une expérience auprès des personnes en deuil et auprès des professionnels que nous formons. À ce titre, nous mobilisons avec notamment les collectifs deuil interassociatifs que nous avons créés pour aller vers une politique d'accompagnement du deuil à la hauteur des enjeux et attentes de nos concitoyens. Depuis 2019, plusieurs propositions de loi et amendements ont été déposés. La durée du congé légal pour les parents en deuil d'un enfant a été allongée à 2 reprises avec les soutiens du gouvernement. Quel est l'impact de cet allongement sur la durée des arrêts du travail? Il conviendrait que la direction de la sécurité sociale s'épanche sur la question. Concernant la durée du congé légal pour les autres deuils dans la famille, celle-ci reste largement insuffisante. 3 propositions de loi ont pourtant été déposées cette année, tantôt assorties de la désignation d'un référent deuil, d'un élargissement des membres de la famille pouvant en bénéficier ou d'un rapport sur les deuils. Toutes ces propositions sont autant de témoignages d'un changement nécessaire et attendu par la société. Nous entendons différentes personnalités politiques dire qu'on ne peut qu'être d'accord sur ces sujets et que cela peut être examiné. Alors, allons-y. Mais l'accompagnement du deuil ne se résume pas à un nombre de jours accordés aux actifs. Nous saluons l'engagement du gouvernement pour poursuivre le travail des concertations sur ces sujets. Suite à la Convention citoyenne sur fin de vie, les travaux sur les projets de loi et sur la stratégie décennale inspirent par leur volonté de décloisonner 3 piliers jusque-là traités séparément. La fin de vie, les soins palliatifs et l'accompagnement des proches, des aidants et des personnes en deuil. Nous nous permettons de rappeler que la mort peut survenir ailleurs qu'en soins palliatifs. C'est notamment le cas lors d'un suicide, d'un accident de la voie publique, d'un attentat ou d'un meurtre. L'ensemble de ces circonstances de décès doivent être considérées. Dans le projet de loi sur la fin de vie dont l'examen approche, vous pouvez agir sur la durée des congés légaux, vous pouvez exiger la désignation d'un référent deuil au sein des organismes.
Il aura pour rôle d'informer, d'accompagner et d'orienter les personnes en deuil et leur entourage. Les référents handicap et harcèlement nous les prouvent. Pour assurer un cadre de travail adapté, il faut des personnes formées. Et pour informer sur les deuils, informer sur les offres d'accompagnement, organiser des campagnes d'information, développer et encadrer l'accompagnement et la formation, nous comptons sur une prochaine stratégie décennale ambitieuse. Enfin, il nous faudra nous assurer de nous doter des moyens de nos ambitions. En effet, il faudra que les projets de loi de finances pour l'année 2024 prévoient les financements nécessaires afin d'être en cohérence avec les objectifs fixés. Parce que notre société a perdu certains repères, sortant des idées reçues et changeant des regards sur les deuils. Merci Maya. Maya Martel-Bouzari, parlez donc au nom de Nathalie Hannet, la présidente de l'association. Eh bien, je vais demander aux invités, aux témoins de la table ronde de venir nous rejoindre. Venez, donc j'appelle Bruce Toussaint, Marie Gay de Tailly et Delphine Bouzy, Marie Tournigan aussi, puisqu'effectivement, nous avons prévu une table ronde avec ce grand sujet, le deuil a-t-il sa place dans l'entreprise? Eh bien, c'est ce à quoi nous allons essayer de répondre. Je vous laisse d'abord tous vous installer. Voilà. Et comme vous avez pu le constater, Empreinte fait des propositions concrètes sur un sujet finalement qui est presque tabou. On n'aime pas en parler. En tout cas, le deuil est souvent considéré comme intime. Donc, qu'est-ce que les entreprises et le législateur ont prévu? On parle parfois de jours de congé, mais pas de l'accompagnement des situations en deuil. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui après la pandémie? Est-ce que la vulnérabilité d'un salarié en deuil, ça regarde l'entreprise? Ben voilà, ce sont toutes ces questions que j'ai envie de poser ce soir à nos témoins, aux invités de cette table ronde. Nous aurons donc 3 témoignages. Vous avez tous des micros que vous pouvez utiliser. Marie, je vous en passe un ici. Voilà, donc Marie Gay de Tailly, bonjour. Soyez la bienvenue, ou plutôt bonsoir. Vous étiez DRH chez Safran lors du décès de votre fils et de votre époux. Vous nous raconterez quel a été le rôle de votre entreprise et comment elle vous a accompagné dans ce moment de vie très douloureux. À vos côtés, un journaliste que je n'ai pas besoin de présenter, Bruce Toussaint. On vous retrouve tous les jours, 9h midi, le Live Toussaint sur BFM TV. Bonjour Bruce. Bonjour. Alors, vous avez perdu vos parents et après la mort de votre maman, vous avez écrit un ouvrage qui s'appelle « Heureusement, elle n'a pas souffert ». Et puis, Delphine Bouzy, bonjour. Vous êtes responsable des missions transverses de l'action sociale Clésia et vous allez témoigner aussi à titre personnel du deuil que vous avez vécu et de la réaction de votre entreprise. Et puis à mes côtés, Marie Tournigan, qu'on a déjà citée. Bonsoir Marie. J'ai un coup bonsoir, un coup bonjour, je ne sais plus. Je sais pas si vous êtes déléguée générale de l'association Empreinte. Vous la pilotez depuis 10 ans suite au décès du fondateur Michel Annus. Vous avez commencé en tant que bénévole et puis vous développez aujourd'hui le projet accompagné d'une équipe qui grandit. Comment? Qui est ici, qui est voilà, l'équipe, et bien sûr, qui est là, toute l'équipe d'Empreinte qu'on salue. Marie Gay de Tailly, je propose qu'on commence par écouter votre témoignage. Aujourd'hui, vous êtes donc DRH chez Wonderbox. Vous étiez DRH chez Safran lors de ce double deuil, votre fils et votre époux. Comment l'entreprise a réagi? Comment vous avez été accompagnée? Donc, j'étais effectivement DRH d'une filiale de Safran depuis 6 ans, quand mon mari et un de mes fils sont morts dans un accident d'avion. Donc Safran est une entreprise aéronautique. Évidemment, ça a eu un écho assez fort. Et j'ai été extrêmement frappée, notamment par 2 réactions. La première, quand je suis revenue 3 semaines après l'accident à mon travail, j'ai été reçue par le manager de cette filiale, qui m'a dit assez rapidement, Marie, voilà, ce qui nous semble, c'est qu'il faut que l'entreprise s'adapte à toi et que ça ne soit pas l'inverse, que tu n'aies pas à t'adapter à l'entreprise. Donc, tu fais comme tu le sens, tu viens comme tu veux et on mettra en marche ce qu'il faut pour que tu puisses continuer ton travail et voilà, comme tu le souhaites. Quelques semaines après, peut-être 3 semaines après, j'ai été reçue par la direction générale de Safran qui m'a dit en fait, qu'est-ce que tu souhaites? Est-ce que tu souhaites un nouveau challenge ou est-ce que tu souhaites avoir un poste un peu moins exposé?
Voilà. Donc, comme cet accident s'est passé fin avril, quelqu'un d'extérieur m'a dit, en fait, Marie, dans 3 mois, si tu laisses passer l'été pour répondre à cette question, eh bien, ça va sortir un peu de la tête des personnes. Évidemment, il y aura les vacances et la vie reprend son cours. Donc, avant l'été, j'ai répondu en disant je voudrais un nouveau challenge dans une autre filiale qui ne soit pas une filiale aéronautique, parce qu'entendre parler d'accident d'avion, ça va être un peu compliqué. Et donc, ils m'ont proposé de prendre le poste de DRH d'une filiale qui est spécialisée dans la sécurité, l'identité numérique et les passeports biométriques. Ce poste était occupé. Ils ont mis 9 mois à faire tourner les personnes, donc un vrai jeu de taquin. Et au bout d'1 an, ils m'ont proposé de prendre ce poste. C'est un témoignage que je voulais donner parce que c'est quand même remarquable qu'un groupe international propose ça à une personne qui est quand même un peu façon puzzle après un accident pareil. Et voilà, donc ça me paraît très important de dire que, bon, évidemment, j'étais dans une position assez privilégiée, cadre supérieur, en lien avec la direction générale, donc en lien proche du centre de décision, ce qui a probablement facilité aussi la réaction des personnes qui étaient autour de moi. Donc un témoignage vraiment intéressant. C'est une expérience finalement au travail, un accompagnement dans le deuil très positif. Mais ce n'est pas toujours le cas, hein. Marie Tournigan, quelles situations ont poussé Empreinte à s'emparer du sujet? Parce que vous recevez énormément de témoignages et des témoignages qui ne vont pas dans le même sens que ce qu'a vécu Marie. Absolument, je pense que Marie sans doute, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a des personnes qui retournent rapidement au travail et ça leur fait du bien. Et puis, il y a des personnes comme Annick, par exemple, qu'on a accompagnée, qui était consultante dans une société de SS2I. Et elle a perdu brutalement son mari, elle est rentrée le soir pour s'occuper de ses enfants et elle a été en difficulté pour retourner au travail. Elle a eu une succession en fait d'arrêts de travail avec à chaque fois un retour qu'elle dit catastrophique au sein de l'entreprise, jusqu'à ce qu'elle reçoive une lettre de licenciement, et ça fait 2 ans et elle n'a pas repris le travail. Donc voilà, on a beaucoup de témoignages, il y en avait aujourd'hui encore. Ouais, c'est une situation qui n'est pas isolée parce que le journal 20 minutes, par exemple, a été enseveli par les témoignages à l'occasion de votre événement, dont celui de James qui racontait qu'en 2016, il a perdu un enfant. Il était au travail ce jour-là. Il est allé voir son manager, évidemment. Il était bouleversé, il était en pleurs. Et la première réaction du manager, ça a été, accrochez-vous, prends 3-4 jours, ça te changera les idées. Voilà, donc effectivement, tout le monde n'a pas la même réaction. Bruce Toussaint, vous avez écrit donc ce livre Hommage à vos parents, livre qui soulève aussi la question du deuil dans la société, un deuil pour lequel le congé du salarié n'est que de 3 jours. Vous militez pour allonger cette période. Dites-nous d'abord comment vous, ça s'est passé, la reprise au travail. Ça s'est passé assez naturellement parce qu'en fait, je ne me suis même pas posé la question, puisqu'en gros, on nous conditionne, entre guillemets, à ne pas se poser de questions. Vous avez éventuellement un contact avec un DRH ou en ce qui me concerne, c'était un secrétaire général de rédaction, quelqu'un qui gère les plannings, et un peu plus que ça d'ailleurs, mais et qui m'a fait savoir que j'avais droit à 4 jours. Ça, c'est une convention collective. Donc voilà, au bout de 4 jours, je suis revenu et en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que moi, je travaille dans les médias, on est plutôt, et surtout lorsqu'on a une position visible comme la mienne, on est plutôt chouchouté, on est plutôt accompagné, on est plutôt bien entouré. Là, et je ne le fais pas de reproche d'ailleurs, je le constate, ça n'a pas suscité. Si, j'ai eu des messages très gentils de mes employeurs, etc. Mais au moment de revenir, ça en revanche, c'est pas un sujet. C'est-à-dire que vous revenez, point barre. On vous demande pas si vous êtes prêt. On vous demande pas si vous avez besoin d'un jour ou 2 de plus. Enfin, en tout cas, moi, on m'a pas demandé. Les 2 fois où ça m'est arrivé. On vous demande pas si psychologiquement vous êtes en état. Quel que soit le boulot qu'on fait. Bon, il se trouve que le mien est plutôt exposé. Ça aurait été dommage que je fonde en larmes au milieu de mon émission. Évidemment, voilà, quand
on est professionnel, ce qui est le cas, encore une fois, dans tous les métiers, on sait si on est en état ou pas d'assumer son job. Moi, j'étais parfaitement en état d'assumer ma tâche, mais c'est vrai qu'après coup, et notamment en écrivant le livre, je me suis dit, mais est-ce que j'étais vraiment... Je me suis souvenu de ce lundi matin, je me dis, mais est-ce que vraiment j'étais prêt à revenir Et je pense que la réponse est non. Donc en même temps, voilà, il y a une espèce d'automaticité, et voilà, quoi. C'est comme ça. J'ai croisé mon patron, qui par ailleurs est un ami. Bon, donc avec qui j'avais eu plein de contacts, etc. On s'est croisés, il m'a dit, bon, ça va Bah oui, ça va. Bon, bah allez. Et c'est tout. Mais ce que je veux dire, c'est qu'encore une fois, c'est pas un reproche que je fais. Je dis juste que c'est un constat que tout ça est normal. Il y a un nombre de jours, hop, on passe vite, on passe à autre chose. On Il y a avance. 4 jours, on revient au bout des 4 jours et c'est terminé. Et en fait, c'est pas terminé. C'est-à-dire que ça dépend vraiment de chaque personne. Mm. Peut-être que certaines personnes auraient eu envie de revenir au bout de 2 jours. Je le comprends tout à fait. Et peut-être que 3 jours, ou 4 jours, ou 5 jours, ou 6 jours, je ne sais pas. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas au moins poser la question Est-ce que quelqu'un dans l'entreprise pourrait pas se dire, tiens, est-ce que on a pensé à demander aux salariés dans quel état psychologique il est, est-ce qu'il est en état de revenir? C'est tout. Enfin, encore une fois, on ne demande pas la lune, il me semble. C'est juste une prise en compte. On va écouter le témoignage de Delphine Bouzy. Alors vous avez perdu votre papa il y a 13 ans. Comment ça s'est passé avec votre entreprise? Alors moi, je travaillais à l'époque dans un cabinet de conseil où j'étais manager. Mon père, on l'a vraiment beaucoup accompagné pendant 1 an et demi. On dit qu'on s'habitue. Nous, on ne s'est pas du tout habitué à ça et ça a été un drame quand il est parti. Et donc, au bout des 3 jours, moi, il me semble que j'avais 3 jours, je ne pouvais absolument pas retourner travailler et retourner chez des clients. Et donc, j'ai appelé le vice-président avec qui je travaillais, bon, qui ne brillait pas par son humanité. Mais là, ça a quand même été assez surréaliste. Donc, je l'ai appelé, je lui ai dit que mon père était décédé. Et il a juste dit « Ah ». Et j'ai laissé passer 5 secondes, 10 secondes. Enfin, ça m'a vraiment paru très, très long parce que j'étais persuadée qu'il allait me dire toutes mes condoléances, je suis désolée, enfin, que quelque chose allait arriver. Et rien n'est arrivé. Et donc, au bout d'un temps qui m'a paru infiniment long, je lui ai dit, bah voilà, donc je ne me sens pas du tout capable de reprendre. Je vais sûrement avoir un arrêt que je vous enverrai. OK, au revoir. Et il a raccroché. Et 13 ans après, je me souviens où j'étais chez moi, tellement ça a été glaçant, tellement je ne me suis pas sentie respectée, vraiment en tant qu'être humain. Et de cette minute-là, j'ai décidé que je ne pouvais plus travailler dans cette entreprise. Ça n'était plus possible. Je travaillais depuis 12 ans dans ce cabinet, où par ailleurs, il y avait plein de gens formidables, hein, mais ça n'a plus été possible. Et effectivement, j'ai démissionné. Donc après, vous avez été en arrêt maladie. Vous êtes devenu agoraphobe, c'est ça? Oui, alors en fait, j'ai eu un tel choc que j'ai développé une agoraphobie pendant 3 mois. Donc, je ne pouvais plus sortir de chez moi, ce qui est pratique avec des petits-enfants. Donc, j'avais un tout petit périmètre autour de la maison. Bon, puis ça s'est réglé assez rapidement, finalement. Et j'ai trouvé un autre job et je suis allée leur dire que je partais. Et là, j'ai été très bien reçue par un autre VP qui a été formidable, qui a été, lui, très empathique pour le coup, qui avait aussi traversé une longue maladie, donc qui m'a parlé de ce qu'il avait traversé. Donc, voilà, je ne stigmatise pas du tout une entreprise, mais c'est extrêmement déroutant quand c'est... On a l'impression que c'est un peu au petit bonheur. La chance, ça dépend de la personne sur laquelle on va tomber, en fait, oui. c'est ça. Ouais, d'où l'intérêt peut-être du référent deuil dont on va parler. Aujourd'hui, Marie Heguet de Tailly, vous êtes DRH de Wonderbox. Qu'est-ce que vous avez mis en place? Est-ce que vous avez mis des choses en place pour accompagner le deuil au travail? Non, en revanche, je me suis intéressée à la question et je les ai interrogés pour savoir comment ils avaient... comment ils avaient traité, je n'aime pas beaucoup le mot traité, mais quelles avaient été leurs attitudes lors de deuil, un deuil assez important dans le comité de direction et un deuil d'une des salariées.
C'est une entreprise qui a énormément de valeurs et des valeurs vraiment qui portent. Donc, ils l'ont fait de façon très cohérente et extrêmement bienveillante. Maintenant, c'est une société qui est sur 14 pays. Et ma question a été la suivante. Est-ce que ces guidelines que vous avez mis en place en France, est-ce que vous les avez communiqués dans les autres pays? Et la réponse a été non. Mais chacun sait ce qu'il doit faire. Et donc, c'est là où, en découvrant le référent deuil, qui était quelque chose que je ne connaissais pas du tout, je me suis dit que c'était, je leur en ai parlé avant de venir ici, et je pense que c'est vraiment quelque chose d'extrêmement intéressant, parce que même si les valeurs sont portées par une entreprise, et vraiment c'est le cas, c'est important d'avoir quelques points de recommandation en disant, voilà, après, chacun des pays va traiter les choses avec son propre ressenti sur le deuil, parce que ce qui se passe en France, même en Europe, que ce soit en Espagne, au Portugal ou dans d'autres pays qui ne sont pas européens, le ressenti n'est pas du tout le même. En revanche, dire l'arrêt maladie, c'est pas obligatoire, dire s'il y a un variable très important, parce que c'est aussi ça le deuil, c'est brutalement se retrouver toute seule ou tout seul, quand c'est le deuil d'un conjoint, à porter l'ensemble du niveau de vie de la famille. Donc dire si tu as un variable important, ben voilà, il y aura peut-être 70% qui seront garantis, si tu viens, si tu reviens ou si tu ne reviens pas. C'est une décision qui est extrêmement importante pour la personne qui connaît ce deuil, parce que ça ne rajoute pas de la souffrance à la souffrance. Et je pense que le rôle de l'entreprise, je ne sais pas, je ne suis pas complètement persuadée que ça soit de prendre en charge la souffrance, comme de prendre en charge le bonheur. En revanche, de ne pas ajouter, au moins de ne pas ajouter de la souffrance à la souffrance, ne pas ajouter de l'inquiétude à l'inquiétude, ça me paraît extrêmement important. Donc c'est quelque chose qui a été discuté avec le comité de direction, et je crois que l'idée de référent deuil fait son chemin. On va en parler évidemment. Avec cette grande question quand même, est-ce que le deuil, ça regarde vraiment les entreprises? Est-ce que j'ai envie que mon entreprise se mêle de ma vie perso à ce moment-là? Marie Gay, qu'est-ce que vous répondez à ça? Je pense que c'est compliqué parce que, comme je viens de le dire, je pense que ce n'est pas forcément à l'entreprise de gérer la souffrance d'un salarié. Ça a un côté un peu paradoxal. Le salarié a besoin de revenir. Votre témoignage est important parce qu'on attend de l'empathie, on attend des paroles. Enfin, en tout cas, voilà, on prend en compte ton deuil. Maintenant, aller au-delà de ça, c'est sur la prise en charge de la souffrance, ça me paraît compliqué, c'est très individuel. Et voilà. Mais comme vous l'avez dit, Madame la Ministre, le deuil ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise. Donc on ne peut pas l'ignorer. Et c'est pour ça que, en tout cas, surtout quand on est avec un disque dur interne complètement saturé par la souffrance et par tout ce qu'on a à faire, parce qu'il y a non seulement de la souffrance, mais il y a tout le côté administratif, purement administratif. Donc quand il faut gérer ça, on est complètement, on est perdu, quoi. Donc, avoir quelqu'un, un référent deuil, qui peut vous dire, si tu as besoin d'un groupe de parole, voilà. Si tu as besoin de congés supplémentaires, enfin d'arrêt maladie supplémentaire, voilà. Si tu as besoin de voir le médecin du travail, voilà. Donc, avoir en fait une aide qui vous permette vraiment de... Et puis, du côté salarié, c'est-à-dire les gens qui vont vous accueillir, la maladresse est évidente, parce que chacun se projette, surtout sur un double deuil. Chacun se projette en disant, mon Dieu, moi j'ai eu des propos, non mais c'est horrible, mais c'est affreux ce qui t'arrive, mais comment tu fais pour continuer à vivre? Bon, j'avais envie de lui dire, elle est où la corde, quoi? Donc c'est vraiment, si vous voulez, et je me disais, mais le pauvre, en fait, c'est terrible, parce qu'il se projette tellement qu'il fallait presque que je le console, que je prenne mon énergie pour lui dire, écoute mon gars, c'est pas grave, quoi, alors que je pensais que c'était horriblement difficile. Donc il y a tout ça. Je pense que ça ne s'arrête pas à la porte de l'entreprise, mais il faut vraiment ne pas mélanger les rôles. Le rôle du manager, le rôle de la direction, le rôle de l'entreprise n'est pas de prendre en charge la souffrance du salarié. Votre avis, Bruce, sur la question, est-ce que le deuil, ça regarde le deuil d'un salarié, ça regarde l'entreprise? Oui et non. Enfin, je trouve que ça a été très bien dit à l'instant. Oui, parce que évidemment, alors je sais pas. Enfin, moi, je fais un métier. Et Laetitia, tu sais très bien de quoi je parle. On fait un métier qui est un métier passion. Enfin, on n'a pas d'horaire vraiment. Enfin, on est journaliste 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
ce qui peut d'ailleurs parfois être désagréable pour les familles, parce que ça demande beaucoup d'engagement, beaucoup de sacrifices, etc. Mais on le fait parce qu'on aime ce métier. Et donc d'un seul coup, c'est ma vie, ce métier. Donc je peux pas mettre de barrière. Tout ça est complètement entremêlé. Donc évidemment, dans l'absolu, c'est pas à l'entreprise de gérer ça. Évidemment, ça me paraît ce que vous avez dit est tout à fait justifié. Mais après, la vie reprend son cours et on a des moments de. Moi, ce qui m'a marqué dans mon expérience du deuil, c'est les moments de tristesse. C'est des moments où vous avez une vague d'émotions comme ça qui vous envahit et ça prévient pas. Et si ça pouvait ne pas être aux horaires de bureau, ça serait. Ça vous arrive à un moment que vous ne décidez pas. Donc, si vous avez ce moment ce coup de moins bien, ce coup de mou, au moment où vous êtes dans un moment important de votre travail, qu'est-ce que vous n'allez pas vous arrêter, vous allez quand même continuer. Donc vous allez essayer de le gérer, de l'apprivoiser, de faire avec, vous buvez un verre d'eau, etc. Puis vous avancez. Mais ce que je veux dire, c'est que bien sûr, on est en permanence confronté à ce deuil. Le deuil, c'est quelque chose qui s'empare de vous tout entier. Donc à la maison, au bureau, en vacances, la nuit, le jour, voilà, donc il ne faut pas trop demander à l'entreprise, ça je suis entièrement d'accord, effectivement, je pense que c'est pas donc il faut un travail individuel, personnel. Moi par exemple, c'est ce que je raconte dans mon livre, c'est la psychothérapie, la psychanalyse qui m'ont beaucoup aidé, et qui continuent de m'aider. Mais voilà, moi j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai eu quand même, au-delà de ce que je racontais tout à l'heure sur le moment un peu critique de la reprise du travail, j'ai eu la chance de travailler en équipe et avec une équipe super, où les gens ont beaucoup respecté ce moment un peu plus difficile, etc. Donc voilà, mais c'est compliqué parce que c'est tellement, comment dire, j'allais dire gazeux. C'est pas quelque chose qu'on attrape comme ça et qu'on met sur la table et qu'on dit bon allez, on va régler ce problème. Non, c'est beaucoup plus compliqué. C'est la raison pour laquelle on fait une table ronde. C'est la raison pour laquelle on en parle depuis des siècles et des siècles. Et Delphine Bouzy, ça aurait changé quelque chose, peut-être, si l'entreprise avait été formée pour accompagner le deuil ? Moi, je pense que je serais restée dans mon cabinet si j'avais ressenti effectivement une empathie. Une certaine empathie, mais je ne demandais pas grand-chose en fait. Je demandais juste à ce qu'on me témoigne une certaine empathie, une certaine écoute, une certaine considération pour moi et pour mon père. Et finalement, c'est pas énorme. Donc oui, je pense qu'effectivement, le deuil s'invite dans les entreprises. Il s'invite parce que les entreprises doivent gérer les gens endeuillés qui reviennent et effectivement qui sont dans des états un peu bizarres, un peu étranges. Et il s'invite aussi parce que les entreprises doivent gérer les salariés qui décèdent et les managers, il faut qu'ils annoncent ça à leur équipe. Moi, ça m'est arrivé, on en a parlé, Marie, il y a pas très longtemps, et on était 2 managers. Il y en a une qui est là. Il a fallu qu'on annonce ça à notre équipe. On a appris ça, on était effondrés. Et on s'est appelé, on s'est dit mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on fait ? Donc on a fait un Teams, on a prévenu tout le monde, on leur a dit qu'on avait une très mauvaise nouvelle. Et puis après, tout le monde était un peu dans le flou. Il y a plein de choses très pratiques en fait. Qu'est-ce qu'on fait de la place de cette personne ? Est-ce qu'on remet quelqu'un à sa place directement ? Est-ce qu'on attend un peu ? Comment on fait pour mettre toutes ces affaires dans des cartons ? Ça paraît rien, mais en fait, c'est très compliqué. Et si on est un peu outillé dans ces cas-là, du coup, ça va mieux. Oui, ça aide, évidemment. Marie Tournigan, alors votre ligne d'écoute nationale reçoit 3000 appels par an, donc beaucoup de témoignages. Et du coup, votre avis sur la question, est-ce que l'entreprise doit s'intéresser, soutenir le salarié, mettre quelque chose en place ? C'est vrai que c'était un sujet clivant, on a constaté ça, c'est-à-dire que le deuil, on commence à en parler, notamment depuis la Covid, c'est un sujet quand même,
la vulnérabilité liée au deuil, c'est quelque chose qui émerge et il y a pas mal de projets qui sont portés par les uns et les autres autour de ça. Mais pourtant, voilà, ce sujet est clivant de savoir si c'est intime, si ça l'est pas. Et c'est vrai que nous, ça nous interroge parce qu'on s'occupe bien de l'aidance, du handicap, de la maladie, de la maternité, de sujets comme ça. Donc c'est assez surprenant pour nous et une énigme. Est-ce que c'est parce qu'on a tellement peur de la mort? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y a pas d'un côté la personne et de l'autre côté son deuil qui va rester à la porte, c'est ce qu'on disait. Donc je pense que l'entreprise, on parle d'entreprise, je suis désolée pour le ministre, parce que voilà, l'organisme employeur et les actifs, dont les fonctionnaires et l'ensemble des salariés, en fait, ils sont tous confrontés, ils sont tous dans des échos personnels face à ces situations. Ça a des résonances personnelles sur eux, c'est deux humains qui se rencontrent. Et donc, on ne comprend pas très bien pourquoi il ne faudrait pas mettre en place des systèmes qui protègent le salarié ou le travailleur, quel qu'il soit. Ce sont des travailleurs sociaux, dans certains cas, qui Absolument. Alors, prennent le relais sur... Il y a plusieurs travailleurs sociaux qui sont dans la salle et qui sont formés comme référents deuil. Nous, le sentiment qu'on a, vu de l'extérieur et dans certaines entreprises où on est intervenu, c'est que finalement, ce sont les travailleurs sociaux, quand il y en a dans les entreprises d'une certaine taille, qui s'occupent des situations de deuil, donc au moment du décès, mais aussi dans la durée et parfois des dizaines d'années, et que ce sont des travailleurs sociaux qui ont du mal à faire comprendre à l'ensemble du collectif de travail que c'est un sujet collectif. C'est-à-dire que ça concerne aussi le management de proximité, ça concerne aussi la gestion des ressources humaines, ça concerne aussi la direction. C'est-à-dire que ça n'arrive pas à remonter malgré la prise qu'ils ont en face à face avec ces situations sur le terrain. Et donc, vous avez l'idée de décider d'un référent deuil qui serait formé et qui utiliserait les outils qu'on va présenter tout à l'heure. Voilà, ça paraît juste le minimum. Un référent deuil, c'est quelqu'un qui sait définir ce que c'est qu'un deuil, qui sait dissocier le côté douleur du côté processus, qui connaît un peu la temporalité, qui sait que ça dure toute la vie, la cicatrice, elle reste. Qui sait à peu près les attitudes aidantes et celles qui heurtent. C'est vraiment un petit b.a.-ba, un petit kit comme on en a sur le handicap. Bruce Toussaint, vous l'avez évoqué tout à l'heure, le congé du deuil, c'est de 3 jours, vous avez droit à 4 jours, et vous militez pour l'allongement de ce congé de deuil. Pourquoi ? En fait, j'ai découvert ça au moment donc, de la disparition de mes parents. Donc, j'ai découvert qu'il y avait en effet une durée légale. J'avoue que je ne m'étais pas trop penché sur la question précédemment. Et dans les deux cas, en ce qui me concerne, j'ai eu 4 jours grâce à des conventions collectives qui étaient un peu plus généreuses. Mais sinon, la règle, c'est 3 jours. Et en fait, 3 jours, alors il y a 2 choses. D'abord, je trouve ça hallucinant parce que 3 jours, chacun le sait, toutes les personnes qui sont passées par là, en fait, il est très très rare de pouvoir en 3 jours organiser des obsèques, par exemple. Et malheureusement, en France, les pompes funèbres sont débordées. Enfin bref, voilà, c'est impossible mathématiquement. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au bout de 3 jours, il faut que vous repreniez le boulot et puis que vous repreniez un jour ou une demi-journée. Bon, c'est pas logique et honnêtement, c'est la moindre des choses. Je trouve qu'on devrait octroyer aux personnes qui sont endeuillées. En publiant ce livre, j'ai rencontré beaucoup de gens, que ce soit dans des rencontres avec des libraires ou dans des salons du livre, et puis aussi sur les réseaux sociaux, parce qu'on ne fait pas que s'insulter. Parfois aussi, on peut... voilà, quand c'est pas la fachosphère qui s'empare de vous. Bref, je referme la parenthèse. Beaucoup de témoignages, notamment sur Instagram, etc., de gens qui m'ont parlé de ça. Parce que honnêtement, moi, je l'ai pas vécu, cette difficulté, puisque les 4 jours ont fait qu'à chaque fois, je suis passé ric-rac. Les 4 jours ont suffi. Mais c'est fou le nombre de témoignages que j'ai reçus, de gens qui m'ont dit... alors, non pas qu'ils n'ont pas pu assister aux obsèques de leurs parents, ça serait le sommet, mais que ça a été compliqué. Pas avec un patron qui n'est pas conciliant, avec des remarques, avec oui, ah bon, ah tu t'absentes encore,
Enfin, ce genre de choses, quoi, qui est insupportable dans ces cas-là. Donc, en fait, c'est une réalité. Pour le coup, là, je ne vais pas vous quantifier le nombre de témoignages que j'ai reçus, mais c'est beaucoup. Des gens qui m'ont parlé de ça. Des gens qui m'ont dit, du coup, c'est très intéressant, ça rejoint ce que vous disiez, ça les a braqués. Et du coup, qui ont dit, bon, puisque c'est comme ça, je reviens pas. Ou alors, je prends une semaine. Parce que qu'est-ce qui se passe, en fait, dans ces cas-là, concrètement? C'est assez simple. Vous allez voir votre médecin, vous lui dites c'est insupportable pour moi, et le médecin vous arrête. Parce que le médecin comprend que vous êtes dans un état psychologique difficile, douloureux, donc le médecin vous arrête. Et donc, en fait, on a tout perdu, quoi. C'est-à-dire que l'entreprise a perdu son salarié, le salarié a perdu la confiance dans l'entreprise. Enfin, c'est une catastrophe. Oui. Et puis, tout en ça plus, pour un truc qui, honnêtement, je sais pas, j'y connais rien. Moi, je suis pas législateur et voilà, je sais pas d'où ça vient ni comment ça a été fait, mais pour moi, c'est une anomalie. Pour pas dire pire même. Je pense que ça devrait être rectifié avec toutes les. Je vois très bien aussi les difficultés que ça peut représenter, parce que les entreprises comme ça peuvent pas non plus donner X journées à leurs salariés. Enfin, c'est pas cadeau, quoi. C'est là. Mais je trouve quand même que sur ce sujet-là, dans un pays comme le nôtre, un pays riche, qui voilà, est protecteur, on devrait pouvoir allonger cette durée du deuil. Alors moi, je me suis concentré sur le deuil d'un père et d'une mère, parce que c'est le sujet de mon livre. Et voilà, est-ce qu'il faut aller plus loin? Ça, honnêtement, je ne sais pas. Oui, en tout cas, ça vous a amené à cette réflexion que vous avez dans le livre, hein, sur qu'est-ce qu'on pourrait faire pour prendre ça plus en considération et s'organiser. Absolument. Et sans trahir de secret d'État, la ministre qui est avec nous ici m'a contacté et a été sensibilisée à cette question, notamment, et je le remercie ici publiquement. Marie Tournigan, il faut allonger alors ce congé? C'est très simple. Nous, on a posé la question aux Français, à 3000 Français avec l'étude Crédoc, là, et pour le décès d'un proche autre qu'un enfant, ils estiment la durée à 11 jours. Et pour le décès d'un enfant à 15 jours, le congé légal, hein, je ne parle pas des accords de branche d'entreprise, je parle juste du congé légal. Ce qu'on trouve intéressant, alors il y a toujours cette idée, est-ce qu'il faut faire un écart entre le décès d'un enfant, le décès d'un parent, le décès d'autre chose? C'est quelque chose qui nous interroge, nous, parce que psychiquement, ce n'est pas tellement justifié de faire des hiérarchies dans le deuil. Ce qui est sûr, c'est qu'on avait demandé en 2020 à ce que ça puisse être fractionnable, facultatif, pris sur une longue période, ce qui nous semble important, pas forcément au moment du décès, ce congé-là. Et oui, on aimerait bien effectivement qu'il y ait une étude sur le fait d'avoir allongé la durée du congé pour le décès d'un enfant. Qu'est-ce que ça fait en termes de jours d'arrêt de travail? Est-ce que ça réduit cette durée? Ce qui serait un bon argument. En dehors de la durée du congé, quelle sorte d'aide vous auriez souhaité avoir de la part de votre entreprise? Marie Tailly, par exemple, vous disiez que quand on est en deuil, on est déjà diminué chimiquement. Oui, encore une fois, le disque dur est quand même disque dur interne est très saturé. Je voudrais juste revenir sur la durée de ce qu'on pourrait donner comme nombre de jours. Je pense qu'il y a un autre élément qui est très important, c'est la flexibilité. Vous venez d'y faire allusion, Marie, mais c'est ne pas avoir à prendre ces congés en une seule fois. Parce que, vous l'avez dit aussi, Bruce, c'est quelque chose, c'est par vague. Donc, on revient, on a vraiment besoin de travailler, on s'accroche à son travail. Et puis, peut-être 1 mois après, 2 mois après, pouf, on va avoir un énorme... Alors, bien sûr, dans les premiers temps, on a beaucoup de choses à faire, mais on peut avoir un coup de mou et se dire, en fait, j'aurais besoin peut-être d'1 ou 2 jours. Et on n'a pas envie d'être malade. On n'a pas envie d'avoir comme étiquette, d'abord, d'être stigmatisé sur un deuil, mais encore moins sur, en fait, elle est endeuillée, elle est malade, quoi. Non, on n'est pas malade, on est juste, on souffre. Mais ce n'est pas une maladie, la souffrance. Donc, je trouve que il y a vraiment ça, c'est le fait... alors, je pense aussi aux personnes qui n'ont pas une situation d'état civil, familial, déclaré. J'ai eu un témoignage d'une personne
qui vit avec quelqu'un. C'était pas forcément très connu pour différentes raisons. Cette personne est morte, enfin, son conjoint est mort, et elle n'a pas osé le dire dans l'entreprise. Et donc, elle a eu le droit à rien du tout. Mais non seulement elle a eu le droit à rien du tout, mais elle n'a pas eu du tout d'empathie. C'est-à-dire elle s'est même pas permise de dire « j'ai perdu mon compagnon ». Et je me dis, voilà, ça c'est quelque chose d'aussi très important. Donc je trouve que le fait de savoir accueillir, de ne pas être intrusif, de ne pas avoir peur de parler de la mort, parce qu'en général, vous avez ces 3 lettres là, D, C, D. J'avais envie de dire, ben oui, mais en fait, c'est la mort. Et il faut pouvoir en parler, si on a envie d'en parler. C'est pas tabou, c'est quelque chose qui est certain quand on est, c'est qu'on va mourir. Donc pourquoi pas en parler? Ça fait peur à tout le monde, ça fait peur à la société. Et c'est dommage. Je trouve que c'est quelque chose qui fait partie de la vie. Et si on n'intègre pas, ben d'abord on n'ose plus en parler, on voit que les gens fuient, il y a quand même beaucoup de gens qui sont dans la fuite. Ou alors, c'est ce que j'appelle le syndrome de la tête penchée, c'est-à-dire que vous savez, ma pauvre, on a envie de dire, attends, tu la remets droite et et voilà. Donc voilà, c'est ça. Il y a le côté un peu, ou alors les hugs. On n'en pouvait plus des hugs, quoi, les mains sur les. Enfin bon. Et pourtant, on n'aurait pas ça. On se dirait, c'est terrible parce qu'il y a personne qui. Mais voilà. Donc. Pour répondre à votre question, je pense que sur le côté vraiment pratique, oui, pour l'allongement de cette durée, sans être malade. Une flexibilité dans cette prise de jour dont on a besoin. Est-ce qu'il y a autre chose, peut-être voilà, dire aux gens de garder leur spontanéité, même si elle est maladroite. Et puis, voilà, s'ils n'ont pas envie d'en parler, ils n'en parlent pas, mais savoir qu'on est dans la souffrance. Oui, il y a quelqu'un qui est mort et on est dans la souffrance. Voilà. Marie Tournigan, qu'est-ce que les entreprises pourraient proposer? Je pensais juste à une chose, dans le lien non reconnu socialement. Alors, il y a effectivement le législateur, il ne peut pas grand-chose sur le fait que voilà, une relation ne soit pas publiquement établie. En revanche, on a vu que dans la famille recomposée, par exemple, il y avait vraiment dans la loi existante des trous dans la raquette, c'est-à-dire si vous perdez un beau-fils ou un beau-père, vous ne bénéficiez pas de jours de congé. Donc il y a vraiment, par rapport à la famille d'aujourd'hui, des choses à revoir sur les personnes qui peuvent bénéficier du congé. Voilà. Alors l'entreprise, mais c'était pas ta question. Oui, non. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut faire plein de choses. Elle peut anticiper finalement cette situation. Elle peut se dire que ça advient. Ça advient qu'un salarié décède, ça advient qu'un salarié vive un deuil. Donc qu'est-ce qu'on fait en général dans ces situations-là? Et d'avoir une espèce de socle commun collectif de bonnes pratiques sur les façons dont on organise à ce moment-là et la communication et l'accompagnement. À tous, j'ai envie de poser cette question. Pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, on ne s'est pas tellement posé cette question du deuil au travail? Marie, vous voulez répondre? Eh bien, c'est une énigme. J'avoue, on sait, voilà. Nous, il nous semble qu'effectivement, ça rejoint cette idée de la peur de la mort et que ça fait tâche, c'est sale, c'est peut-être contagieux. Enfin, il y a un truc qui gêne. Et donc, dans le collectif de travail, voilà, on prend 3 jours, on se remaquille, on y va et tout baigne. Et on est souriant au travail. Voilà, comme on est souriant dans la société aujourd'hui, hein, on est dans la fête et la blague. Donc c'est assez incompatible avec ce qu'on peut vivre quand on vit un deuil. Ce qui est dommage, c'est que comme on en vit tous, peut-être que ça aiderait tout le monde si on donnait un petit coup de main à la société pour retrouver le sens du rituel, du collectif, du commun. Mais même au niveau des collègues, en fait, on ne sait pas comment réagir. Vous avez eu des phrases maladroites, on peut être maladroit parce qu'on ne sait pas quoi dire, en fait. Oui, enfin, c'est pas forcément les collègues, mais j'étais même dans la sphère amicale ou familiale. Il y a de toute façon une volonté d'euphémiser le deuil, et donc de l'atténuer, de le diminuer. C'est comme ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai écrit, que j'ai donné le titre à ce livre. Heureusement, elle n'a pas souffert, puisque ma mère est morte très brutalement, en pleine rue, ce qui a été un cauchemar pour nous. Mais tout de suite, on m'a dit: ah mais non, mais heureusement, elle n'a pas souffert. Ouais. Comme si, ça va alors. Comme si ça devait nous consoler. Mais en réalité, on a vécu une telle violence, une telle brutalité que
on s'en fout en fait. Enfin, c'est pas qu'on s'en fout, mais d'abord on n'en sait rien, on sait pas si elle n'a pas souffert, on n'était pas là, enfin, on n'était pas dans sa tête, on n'était pas dans son corps. Et puis même si elle a souffert 30 secondes, c'est trop pour nous. Enfin bref, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que tout est fait pour masquer ça. On ne veut pas en parler. Et d'ailleurs, c'est difficile d'en parler. Moi, je me fais moi-même le reproche. C'est en écrivant ce livre que j'ai engagé la discussion avec mes enfants. Et j'ai réalisé qu'ils avaient plein de trucs à me dire sur le sujet. Et qu'on n'en parlait pas comme ça. Parce qu'au fond, on est dans une société où il faut être heureux, où il y a une espèce de tyrannie du bien-être, du plaisir. Vous partez en vacances, c'était génial. Non, vous êtes parti en vacances. Ça peut être sympa. Enfin, je veux dire, ça peut être correct. Hein, c'est pas pour ça que c'est raté. Mais tout est un peu comme ça. On est un peu. Bon, je suis pas sociologue, mais on est un peu. Je sais pas. Je reparle du coup d'Instagram. Voilà, la vie sur Instagram, c'est pas la vie quand même. Il y a un truc un peu différent. Et du coup, la mort, le deuil, toutes ces questions-là. C'est très. Mais je sais aussi que c'est compliqué parce que j'ai la chance d'être très entouré, ma famille, mes amis, etc. Et mon meilleur ami, qui est vraiment comme mon frère, on est amis d'enfance, très très proches. Il a lu mon livre et il m'a dit, je pensais pas que tu avais autant souffert. Et je me suis dit, mais si même lui, il ne savait pas, ça, ouais. donc ça veut dire que moi-même, j'ai pas su dire les choses et les exprimer. Parce que il y a un moment où on se ferme un peu et parce que c'est aussi quelque chose qu'on a parfois envie de vivre seul. C'est pas facile. C'est vrai. Marie, vous avez quelque chose à ajouter? Oui. Je pense aussi que l'intensité de la souffrance peut être tellement forte que c'est très difficile pour l'autre de l'absorber. C'est quelque chose... moi, je l'ai vécu et j'ai vu dans les yeux de quelqu'un un jour où vraiment je me suis laissée aller à exprimer ce que je ressentais. J'ai vu que ça le débordait, ça le dépassait. C'était pas possible. Et l'autre chose que j'ai constatée, et là je me mets à la place des autres, je parlerai pas de ma famille, mais des autres, c'est le fait on t'a aidé, alors est-ce qu'on fait bien? Et de voir, enfin, ils essaient de minimiser et de dire, bon, alors, cette fameuse phrase, il faut tourner la page. Pour eux, c'est un échec. C'est-à-dire que si on continue à dire, je souffre, ils se disent, mais avec tout ce que je fais, en fait, je ne fais pas bien, ou je ne sais pas ce qu'il faut, ou alors, elle n'arrive pas à reconnaître ce que je fais, elle ne prend pas en compte ce que je fais. Et je pense qu'il y a un sentiment d'impuissance, d'échec, qui fait que ça complique beaucoup. Mais c'est vrai que l'intensité de la souffrance, d'abord, c'est une répercussion très personnelle, mais je comprends tout à fait que ça soit compliqué pour d'autres d'absorber ça. Delphine Bouzy, vous êtes responsable des missions transverses de l'action sociale Clésia et vous portez donc l'engagement de Clésia sur le sujet. Pourquoi et comment les groupes de protection sociale comme le vôtre développent des offres pour accompagner les salariés, les entreprises, les retraités en deuil ? Alors, nous, on a beaucoup travaillé sur les aidants, en fait, sur la question des salariés aidants et au-delà des aidants, de tous les salariés qui sont fragilisés. Donc, on a développé un certain nombre d'outils sur le sujet. Et puis, on s'est dit, mais finalement, quand on est aidant, ça se termine quand même souvent comme ça. C'est-à-dire que les salariés ou les aidants vivent le deuil de la personne qu'ils accompagnent depuis très longtemps. Ça peut être souvent d'autant plus difficile que pendant des années, leur vie a été rythmée par cette aide. Et on s'est dit, mais on ne propose rien finalement dans le moment où ces gens-là sont les plus fragilisés. Et donc, on a commencé à travailler avec Empreinte depuis un bon moment maintenant. On a participé aux assises des aidants avec Empreinte, aux premières assises en 2019 et aux deuxièmes assises. Du deuil. Et donc, voilà, oui, complètement. Et donc, tout s'est tricoté de cette manière-là, en fait. Et puis, notre vocation, c'est aussi d'accompagner toutes les entreprises. Et on est convaincus, comme tu l'avais très bien dit, que le deuil existe, y compris dans les entreprises, mais qu'il peut s'accompagner et que c'est d'autant plus important qu'on l'accompagne que le deuil coûte. Et finalement, plus le deuil est accompagné,
et plus les salariés fragilisés vont être accompagnés, et plus on peut imaginer aussi que leur reprise se passe bien, et que ça sera gagnant-gagnant finalement pour eux et pour leurs entreprises. Qu'est-ce que vous proposez? Des groupes de parole aussi Alors oui, on a développé une offre avec Empreinte qui s'appelle Vivre son deuil, qui est toute fraîche encore, hein, parce qu'on l'a lancée en mars. Et on propose donc dans cette offre des dispositifs pour les RH et pour les managers, parce que quand on est RH et manager, on peut être quand même très démuni sur ces sujets. Donc on a ce fameux guide. On a fait un petit film avec Empreinte. On a donc repris cette formation référent deuil. On a monté une ligne d'écoute, une cellule de crise quand on est RH et quand on est confronté vraiment à quelque chose de très difficile. Et pour les RH également, on a monté un groupe d'analyse de pratiques avec d'autres RH et d'autres managers pour échanger sur comment ça s'est passé, comment vous avez fait, quelle bonne pratique on peut avoir sur le sujet. Et évidemment, on a aussi fait plein de choses pour les salariés et pour les allocataires, avec cette fameuse ligne d'écoute. Donc, on a créé une ligne spécifique pour les cotisants et les allocataires Clésia. On a monté des séjours de répit deuil. Et tout ça, alors il faut aussi avoir parce qu'il y a beaucoup de freins évidemment, donc il faut amener les entreprises et faire connaître toutes ces démarches, etc. Quels arguments on pourrait leur donner? Je crois que vous avez une étude dont vous vouliez nous parler. Oui, alors en fait, quand on a travaillé sur les aidants, on s'est appuyé sur plusieurs études, et notamment alors une étude qui a été faite auprès de managers anglais qui date un petit peu, mais qui démontre que en fait, les entreprises qui s'investissent auprès de leurs salariés qui sont fragiles, c'est finalement tous les salariés qui développent un sentiment d'appartenance à cette entreprise qui est très fort. Et ça, moi, je trouve ça quand même assez beau, parce qu'on pourrait imaginer que ça ne concerne que les salariés qui sont fragilisés, mais c'est bien tous les salariés que ça va toucher, parce que je pense qu'on est tous conscients qu'on va être plus ou moins fragilisés à un moment donné. Voilà, donc là, on rentre vraiment dans les dynamiques RSE que les entreprises peuvent mettre en place aujourd'hui, et je suis persuadée que le deuil est une composante très importante de ces dynamiques-là. Est-ce que vous avez chacun envie de faire une phrase de conclusion ou pas? Oui, c'est assez passionnant d'ailleurs d'entendre ces témoignages. J'ai un peu l'impression d'être aux Alcooliques Anonymes et de me reconnaître dans tout ce que j'entends. Mais oui, il y a un pot après. C'est assez fascinant. Rien à voir avec mon livre. La rédaction de BFM TV a vécu un cauchemar, puisqu'un de nos journalistes est mort en Ukraine. Un garçon de 30 ans qui était parti faire son métier et qui a été dans un véhicule blindé, touché par un obus. Et il était à la mauvaise place. Il y avait plusieurs personnes dans ce véhicule. Et c'est lui qui a payé le prix de sa vie, donc, de cette attaque. Alors, pourquoi je vous en parle? Parce que, pour le coup, je rebondis vraiment sur ce que vous disiez, j'ai trouvé que l'entreprise, enfin je dis pas ça c'est pas pour faire faillot que je dis ça, vraiment pas du tout, hein, pardon pour ce mot, mais j'ai trouvé que l'entreprise avait bien réagi. Et bon, évidemment, il y a eu une prise en charge extraordinaire pour rapatrier le corps et tout ça, et puis aussi l'équipe, parce qu'ils étaient 3, hein, donc il a fallu rapatrier les vivants. Autres. Donc tout ça a été vraiment très très bien fait. Il y a eu un déploiement de force immédiat, vraiment avec le concours de l'État d'ailleurs. Et après, ce que j'ai trouvé formidable, c'est qu'il y a eu un vrai suivi. C'était il y a un peu plus d'1 an. Et ça veut dire quoi, un suivi? C'est-à-dire qu'on a mis la photo de ce garçon dans la grande salle, qui est notre salle de réunion. On a baptisé un des studios, enfin c'est plus précisément l'allée des studios. On a donné son nom. Régulièrement, les patrons de la chaîne donnent des nouvelles des parents qui ont vécu ce drame épouvantable, etc. Donc, je crois beaucoup à ça. En fait, je pense qu'effectivement, c'est atroce de dire ça, mais ça nous a un peu réunis.
c'est terrible, on aurait aimé ne pas avoir besoin de cette horreur, mais ça a plutôt été efficace, et je pense que du coup, pour l'entreprise, s'il y a une bonne gestion de ça, c'est tout bénef, pardon de dire ça aussi de façon un peu familière, mais pour le coup, c'est quelque chose qui montre que l'entreprise a des valeurs, que l'entreprise fait attention, prend en charge, etc. Moi, j'ai trouvé ça assez admirable. Franchement, hein, il y a eu le garçon qui est revenu et qui, lui, n'a pas été blessé, mais qui, psychologiquement, est quand même très atteint. Je sais, il a eu, pour le coup, il a eu tout le temps qu'il voulait. Et ça a été fluctuant d'ailleurs, comme vous le disiez. Il est revenu, et puis après il est reparti, il est revenu, il est reparti, etc. Mais il y a eu une liberté absolue. J'ai trouvé ça assez formidable. Et du coup, ça veut dire que oui, ça peut marcher. Marie Tournigan. 2 choses. Pour le décès d'un collègue, on n'a pas le droit à des jours de congé. Donc ça veut dire qu'effectivement, c'est à l'entreprise d'avoir des bonnes pratiques sur le sujet et de repérer quels collègues sont impactés. Et puis l'autre chose, c'est que nous, ce qu'on aimerait, c'est que quelle que soit la visibilité, la place du salarié ou du fonctionnaire dans son organisme, il ait un droit égal à une reconnaissance de ce qu'il vit. Voilà. Et c'est ça qui pêche, à notre avis. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, des réactions? C'est peut-être le moment. Voilà, faites-nous signe et on viendra vous voir avec un micro. Non? Pas pour l'instant? Oui. Alors, qui a le micro, en fait? Ah, c'est vous, vous l'avez déjà. Bon, ok. Bonsoir. J'ai l'impression à vous entendre qu'en fait, on n'a pas les mots de la souffrance et on n'a pas les mots de l'écoute non plus. Le salarié est souvent maladroit. Il ne sait pas comment, soit il est trop proche, soit il est trop loin. Souvent, il est que maladroit. Et celui qui connaît le deuil, souvent ne sait pas le parler. Il est aussi responsable que celui qui ne sait pas entendre. Donc la question, indépendamment du guide, est-ce que c'est pas de créer des espaces de dialogue pour trouver un vocabulaire commun qui fasse que les gens se rencontrent sur la parole de la souffrance et la parole de l'entente? C'est une très bonne question. Je ne sais pas à qui elle est posée. À tout le monde. Changeons le monde. Changeons le monde. Voilà. Pour moi, il y a quelque chose de notre société sur la capacité à accueillir l'autre et à écouter et les limites de ça. C'est vrai, mais je pense que les mots ne doivent pas être normés. Parce que le « je comprends »,« j'entends », très sincèrement, on n'en peut plus, quoi. Donc, il faut laisser les personnes parler avec leur cœur. Que tu aies un endroit pour pouvoir, tu vois, ou un espace où ça soit possible, bien sûr. Est-ce qu'il faut que ça soit formalisé? J'en suis pas complètement certaine. Mais le langage trop normé brise les émotions, en fait. Qu'est-ce que tu veux dire face à un « j'entends »,« je comprends » Oui, ok. Donc, c'est... voilà. Et j'avais quelque chose à ajouter tout à l'heure sur le mot de la fin, c'est pas la fin, mais ce que je trouve d'abord, merci de mettre ce débat auquel j'avais jamais pensé. Le lien entre RH et deuil et entreprise, c'est même étonnant, voilà, j'y avais pas pensé. Et je trouve que mettre ce débat-là sous le signe de l'humanité, pour certains sous le signe de la croyance, j'ai vu un prêtre ici, c'est quelque chose de très important. En revanche, prendre l'argument économique, c'est quelque chose qui, moi, me gêne parce que ça serait un échec. C'est pas parce que on va faire éventuellement une économie sur les 700 millions dépensés d'arrêt maladie qu'on va mettre quelque chose en place dans l'entreprise. Je pense que le deuil, ça touche chacun d'entre nous, donc ça a une vraie résonance chez chacun d'entre nous. Et l'argument économique, ça serait un échec. Voilà, c'est comme ça que je vis les choses. Ouais. Mais merci pour ce débat. Encore une question? C'était pas une question, c'était un témoignage aussi. Je suis administratrice chez Empreinte et ce qui m'a conduit à rejoindre en fait l'association, c'est une expérience que j'ai eue justement en entreprise qui, je crois, a conduit au fait justement de quitter l'entreprise à ce moment-là. J'avais eu justement mon boss qui est décédé très brutalement de la maladie de Charcot, donc en plus un truc horrible en un an. Et en fait, à ce moment-là, tu disais, Marie, on n'a pas de congé quand on a un deuil, mais non seulement on n'a pas de congé, mais pour le coup, personne ne nous présentait des condoléances. Et j'allais dire, dans ma famille, par exemple,
Bon, si, mon mari un peu, mais mon boss, je passais plus de temps à l'époque avec lui qu'avec mon mari, en fait. Hein. Et donc, et autour, c'était comme si c'était jamais arrivé, parce que c'était ton boss, quoi. Il est mort, et puis voilà, mais pas du tout reconnu. Et Marie m'a parlé à ce moment-là de deuil caché. Je trouvais que c'est devenu lumineux, et j'ai compris que ça m'avait beaucoup plus touchée que ce que j'avais pensé à l'époque. Donc, il y a encore du boulot à faire. C'est clair. Très bon témoignage. Ah, on a une question là-bas, ou un témoignage d'ailleurs. Oui, d'abord, en tant qu'ancien DRH, je suis assez touché par ce que vous avez dit, Marie, sur le fait que l'entreprise sa place, c'est certainement pas ni de promettre le bonheur, ni de rentrer trop loin dans ces questions-là. Et probablement, ça me fait penser aussi à Hippocrate qui disait, premièrement, ne pas nuire. Ce que vous avez dit, c'est vraiment ça, c'est de dire, on ne va pas rajouter de la souffrance à la souffrance, ça me semble très important. Et je voulais poser une question autour de la question de savoir si vous avez pu parler de ces questions-là avec les syndicats, avec les représentants du personnel, et est-ce que ce n'est pas un terrain finalement sur lequel on pourrait faire avec eux une alliance de bonne qualité au fond? Alors, si. J'ai hésité à en parler tout à l'heure, mais j'ai eu Safran, les syndicats sont vraiment présents, et tous les syndicats. Et j'ai été extrêmement frappée par l'humanité. Ce qui est arrivé en premier, c'est l'humanité. Et pas l'humanité forcément, enfin bien sûr à mon égard, mais l'humanité tout court, c'est-à-dire dire, ils se sont vraiment posé la question du deuil. Donc vous avez raison quand vous dites ça, et c'est pour ça que ce débat est vraiment pour moi une porte ouverte incroyable, parce que je pense que c'est quelque chose, alors c'est pas forcément une négociation qu'on a à avoir, mais c'est un vrai dialogue. C'est un vrai dialogue parce que en tant que représentant des salariés, ils ont entendu tout ça. Ils ont entendu tout ça. Et de voir qu'une entreprise peut pas forcément tout formaliser, mais mettre quelques guidelines, qui sont les guidelines de l'entreprise, encore une fois, dans un grand groupe international ou dans une ETI internationale, c'est sûr que c'est quelque chose qui va leur parler, parce que c'est l'humanité. On va écouter Marie Tournigan sur... Non, mais il y a juste un mot pour ajouter d'expérience par rapport à ça. Il y a 2 publics aujourd'hui qu'on n'a pas réussi à concerner. C'est l'ANDRH, l'Association nationale des DRH, et puis c'est aussi les syndicats. Au moment de l'allongement de la durée du congé de deuil pour le décès d'un enfant, on avait été reçus par Madame Pénicaud à l'époque et Monsieur Taquet, l'ensemble des associations et puis ensuite l'ensemble des partenaires sociaux. Il a fallu que les ministres fassent passer le message des associations aux partenaires sociaux pour leur faire comprendre qu'il y avait un sujet. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas vu qu'il y avait un sujet là-dessus. Et aujourd'hui, on en est toujours là. Donc je crois que le cabinet de Madame la ministre a prévu d'aller vers les syndicats. Ce sera peut-être plus efficace que l'association. Voilà. Eh bien, un grand merci à nos 3 intervenants, à vos 3 témoignages. Merci beaucoup. Je vous propose de rejoindre la salle, voilà, parce que maintenant on va présenter un des outils, les outils avec Marie, et comme ça vous serez mieux installés pour voir tout ça. Parce que effectivement, Marie, l'association Empreinte reçoit donc, on l'a déjà dit, 3000 appels par an sur sa ligne d'écoute nationale, et elle forme chaque année beaucoup de professionnels, 400 professionnels. Cet accompagnement, cette veille continue, met en lumière les manques et lance les débats, et tout cela aboutit à des lois qui sont votées, comme ça a été le cas par exemple dans l'allongement du congé pour la perte d'un enfant, et ça aboutit aussi à des outils comme ce guide Deuil au travail que nous allons vous présenter. Je précise une toute petite chose, qu'on n'est pas tout seul. Oui, vous n'êtes pas tout seul sur le sujet. Il y a pas mal d'associations, on est membre de collectifs, on en a créé nous aussi. Donc voilà, il n'y a pas qu'une association, mais c'est vrai qu'on est assez mobilisés. Allez, on présente un petit... On lance un petit film, c'est parti. Un salarié sur 2 a été confronté à un deuil dans le cadre professionnel. Je vais vous le faire en direct. Un manager sur 3 a eu un collaborateur en deuil dans son équipe. Maladie, fatigabilité. Dans le cadre du décès d'un collaborateur, les conséquences sont multiples. Perte d'emploi, stress, isolement, etc. Deuil au travail, comment l'accompagner ? Quels sont les enjeux du deuil au travail ?
Oui, faites la musique, Marie, voilà. Quel cadre organisé. Comment accompagner chaque étape? Quelles sont les pratiques à adopter et à éviter? On en a un peu parlé de tout ça aussi. Qui contacter? Vous êtes manager, RH ou employeur, deuil au travail. Comment l'accompagner? Ce guide est à votre disposition et justement, nous allons parler de ce guide qui est là pour répondre donc à vos questions et vous guider à chaque étape. Commandez ce guide ou recevez ce kit de communication. Alors, allez, ce guide. Juste une petite info pour commencer. Au début, on avait parlé d'actifs, on avait parlé d'employeurs, on avait parlé d'organismes, pour que ce soit plus inclusif sur les types d'emplois en France. Et puis, on s'est aperçu que pour être efficace, il fallait quand même parler entreprise, salariés. Et donc, on est à votre disposition pour refaire un autre guide pour la fonction publique, mais celui-ci parle aux entreprises. Voilà. Alors, ce deuil au travail, il sort aujourd'hui. Il est en ligne sur empreinte-asso.com. Racontez-nous comment tout a débuté. Bon, voilà, on va faire très court parce qu'on est un peu juste, mais on a commencé il y a 3 ans déjà, parce qu'on avait les 2e assises du deuil sur le sujet. Toujours pareil, une enquête Crédoc pour objectiver ce qu'on constate chez 1 ou 2 personnes ou 10. Est-ce que ça concerne un groupe? On a organisé plein d'ateliers, 3, avec les parties prenantes de diverses entreprises et organismes. Donc vraiment des salariés en deuil, des managers de proximité, des DRH, jusqu'aux dirigeants, jusqu'aux parlementaires, en disant qu'est-ce qu'on peut faire, comment ça se passe aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire demain. Donc sachez que toutes les propositions de ce guide en fait ont été co-construites avec plein d'acteurs et notamment qui sont dans la salle et qui pourront vous dire comment on a travaillé sur le sujet. Comment vous, association, alors après, vous faites des propositions aux entreprises? Vous pouvez faire alors, des c'est propositions. hyper prétentieux, c'est très curieux, parce que nous, on est des petits employeurs, mais c'est vraiment parce qu'il y a cette co-construction avec les acteurs. On part des besoins des gens à chaque niveau pour aller aux solutions, aux réponses. Est-ce que certains sujets ont fait débat dans les travaux sur ce guide? Alors, 2 sujets ont fait débat. Est-ce que c'est différent de perdre un salarié, qu'un salarié décède dans l'entreprise par rapport à un salarié qui perd un de ses proches? Est-ce que du coup, il y a beaucoup de différences, ce qui n'était pas le cas? Donc, je pense principalement à celle-là. Et puis, est-ce qu'il faut réglementer, encadrer, codifier, ou est-ce qu'il faut laisser le bon sens de chacun faire son travail? C'est à peu près ça. Votre guide est introduit par une infographie. Ça, c'est pour sensibiliser? Voilà, c'est vrai qu'économiquement, je comprends Marie Guedvetailly qui disait pour moi, le coût du deuil n'est pas un argument pour mettre en place des choses. En même temps, nous, on constate que c'est quelque chose qui parle et que, en tout cas, ça a le mérite de traduire un vrai problème. Votre guide, ensuite, donne les pratiques à adopter, les pratiques à éviter. Pourquoi? Voilà. C'est vraiment... oui, les pratiques qu'on peut éviter, c'est par exemple dire à un salarié « prends tout le temps qu'il te faudra », sans lui dire « tu as le droit à X jours de congé ». Et puis, par ailleurs, prends tout le temps qu'il te faudra. Donc, voilà, c'est informer, c'est informer sur les droits avant de parler de la générosité individuelle. Donc, ce guide, c'est quoi? C'est une sorte de b.a.-ba, en fait, par où je commence? C'est un b.a.-ba. C'est un b.a.-ba avec l'idée de créer un protocole deuil au sein de l'entreprise qui va être une espèce de code des bonnes pratiques et de qu'est-ce qu'on dit à quel moment dans l'entreprise sur le décès. Vous avez reconstitué une prise en charge étape par étape qui débute vraiment le fil. Qu'est-ce qui se passe quand un collaborateur décède? Quand on annonce son décès au sein de l'entreprise, on en a parlé, qui le fait? Qu'est-ce qu'on dit? Comment on recueille aussi les souhaits de la famille? Le premier truc, c'est de recueillir les souhaits des proches. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce qu'on dit ce qui s'est passé? Est-ce qu'on dit comment? Est-ce qu'on dit quand? Comment on le dit? À qui? Voilà. Est-ce que vous voulez qu'on aille aux obsèques? Donc, c'est plus finalement de bonnes questions à poser au bon moment, de la bonne façon, plus que des réponses en fait. Vous proposez aussi des fiches repères? Des fiches repères, toutes bêtes, comment mener un entretien avec un salarié en deuil. Voilà, à quoi être vigilant, quelle place donner au rituel aussi, par exemple, au sein de l'entreprise, effectivement. Trop, pas assez. On parlait des affiches lors du décès d'un journaliste. Et puis, nous, on préconise, et les Français dans l'étude Crédoc le demandent, un entretien de retour au travail. C'est-à-dire que vous puissiez, au moment où vous allez reprendre, avoir un entretien pour dire quels sont vos besoins.
Voilà. Ouais. Alors, vous avez aussi conçu le fameux kit à remettre aux entreprises pour informer, on se dit que faire connaître le guide. On voit bien que nous, ce n'est pas un sujet facile à porter déjà, alors que c'est notre métier. Mais alors en entreprise, c'est très compliqué de dire, nous, on s'engage sur le sujet de l'accompagnement des salariés en deuil. Donc, on a fait des outils, donc des kakémonos, des vidéos pédagogiques. Je suis salarié en deuil, je suis manager, voilà. Tout un ensemble d'outils pour communiquer en interne sur le fait qu'on prend en charge ça. Voilà, et parallèlement au travail collectif sur ce guide, vous avez aussi conçu un programme présence pour les entreprises. Voilà, il y a une personne ici qui a beaucoup travaillé. C'est tout simple, c'est ce dont on parlait pour notre collaboration avec Clésia ou avec la G2R, la mondiale, par exemple. C'est des programmes qui permettent d'intervenir au moment de l'annonce et dans la durée en proposant à la fois des ateliers, des webinaires, des lignes d'écoute, des groupes d'entraide. Enfin, c'est assez ambitieux. Voilà, le guide sort aujourd'hui. Le programme Présence Entreprise est lancé. Ce sont donc des actions concrètes pour permettre aux entreprises de mieux accompagner le salarié en deuil. Et on retrouve tout ça évidemment sur empreinte-asso.com. Bravo Marie, bravo à toute l'association Empreinte. Et pour conclure, eh bien, nous accueillons Monsieur Stanislas Guerini. Vous êtes ministre de la Transformation et de la Fonction publique. Et vous avez... vous allez-y, même pas l'escalier, c'est bien du sport. Et donc, voilà, vous avez tenu à clôturer cette soirée. Eh bien, nous sommes heureuses de vous passer la parole. Merci beaucoup. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, je viens de comprendre que j'étais donc le dernier obstacle avant le pot. Mais je voudrais, en remerciant ma collègue chère Agnès, Madame la déléguée générale, et en vous saluant toutes et tous, en saluant tous les membres d'Empreinte notamment, d'abord commencer très simplement par vous dire un grand merci. Un grand merci, Madame la déléguée générale et toute votre équipe et tout ce que fait l'association Empreinte. C'est un engagement de longue date sur un sujet aussi complexe et délicat que celui qui nous réunit ce soir. Et c'est un engagement, d'abord, qui est celui d'une bataille culturelle, on le voit bien, que vous menez, mais que c'est un engagement d'action très concrète, et je crois au fond que c'est ce qui a énormément de valeur. Et puis, merci à celles et ceux qui, à l'instant, viennent de prendre la parole dans la table ronde. Je crois que c'est presque au nom collectif, j'en suis certain que je peux apporter ces remerciements, parce que vos interventions, elles étaient riches, extrêmement diverses. Merci d'avoir croisé les regards sur cette question-là, de vos expériences à la fois professionnelles, de parcours de vie. Vous nous avez parlé d'humanité, vous nous avez parlé de vulnérabilité. Et j'y reviendrai dans mon propos parce que je crois que c'est essentiel quand on parle d'organisation. Et au fond, vous ouvrez une porte. Et ça a été une expression qui a été utilisée par les uns et par les autres. Et je la reprends parce qu'elle est extrêmement vraie, je crois, du moment qu'on vient de vivre. Ça a été dit, mais le deuil, c'est effectivement une expérience qui relève de l'intime, mais je crois qu'Agnès l'a dit tout à l'heure, dont on voit que le vécu ne s'efface pas aux portes du lieu de travail. Je voulais dire qu'une personne sur 10, chaque année, vit un deuil, mais au fond, il n'y a pas de bonne statistique, parce que la meilleure statistique, c'est celle que vous avez donnée, c'est-à-dire qu'on va tous être confrontés à un moment donné. Et ce qui est très marquant, et je le dis en étant ici en tant qu'employeur public, c'est que 2/3 des personnes endeuillées sont en emploi, sont actives. Ça veut dire que quand on est ministre de la fonction publique, c'est-à-dire premier employeur du pays, il faut se projeter en se disant que ce sont des centaines de milliers d'agents publics qui, chaque année, vont être confrontés, dans le cadre de leur activité, en tant que fonctionnaires, en tant qu'agents publics, à la question du deuil. Et c'est ce qui rendait, au fond, ma présence, pour moi, évidente ce soir. Je crois qu'on a une responsabilité très forte en tant que fonction publique, plus encore peut-être en tant que puissance publique, et que cette responsabilité, elle est double. D'abord, c'est d'améliorer nos services publics. Et je voudrais, même si ça dépasse peut-être un peu le cadre de ce qui nous rassemble ce soir, qui est la question du deuil au travail, peut-être commencer par là, parce que je crois que c'est une question qui est essentielle. Moi, je me suis engagé résolument pour qu'on puisse améliorer ce que j'appelle les fondamentaux des services publics. C'est-à-dire toutes ces démarches administratives qui ne sont pas directement associées à telle ou telle grande politique publique, l'école, la justice, la santé, qui sont parfois un peu sous le radar parce que justement elles sont extrêmement transversales, mais qui font le quotidien de nos concitoyens dans leur rapport
au service public et à l'administration. Je crois que ce qui est très important, c'est qu'on puisse changer d'approche, parfois pour améliorer les choses, et qu'on puisse davantage s'intéresser au parcours de vie, au moment de la vie de nos concitoyens. C'est-à-dire ces moments dans lesquels on a particulièrement besoin de l'administration. C'est comme ça qu'on essaie de travailler, c'est comme ça qu'on s'est réunis autour de la Première ministre pour justement appréhender des moments de vie qui, par nature, dépassent le champ de tel ou tel ministère, le champ de telle ou telle administration, où c'est un bout la mairie, un bout l'hôpital, un bout les pompes funèbres, un bout telle ou telle administration. Et au fond, les Français s'en fichent complètement de savoir qui, à un moment donné, est responsable de tel ou tel bout de la démarche. Ils veulent que leur moment de vie soit appréhendé, que leur parcours à ce moment-là soit simplifié. Et je crois que c'est particulièrement vrai quand on parle de moment de vie, en parlant de ce moment de vie-là, c'est-à-dire le moment où la vie s'éteint. Celle d'un proche, de ses parents, de son conjoint, d'un enfant. Et vous l'avez dit avec des mots qui seront éminemment plus forts que les miens, dans ces moments-là, tout ce qui est au fond déjà inacceptable, parfois en matière de démarche administrative, dans ce moment-là particulier devient, je crois, au-delà d'inacceptable, insupportable. Dans ce moment-là, je crois que personne ne peut comprendre qu'on reçoive une relance des impôts une semaine après avoir perdu son conjoint. Dans ce moment-là, on ne peut pas demander de réunir tous les justificatifs nécessaires pour, dans l'immédiat, pouvoir bénéficier de la pension de réversion. Dans ce moment-là, et je vous donne un exemple vécu d'une amie proche, c'est très difficile d'imaginer qu'on vous dise que pour accéder à tel droit, il faut utiliser les codes, Amélie, de votre conjointe qui vient de décéder, pour pouvoir déclencher ensuite le bénéfice d'une assurance. Et donc c'est pour ça que ce moment de vie-là, celui où on perd un proche, le décès d'un proche, j'ai voulu vraiment le placer au cœur de notre mobilisation collective. C'est pour ça qu'on se rassemble à plusieurs ministres sur la question. C'est le cas avec Agnès, c'est le cas avec Olivier Dussopt. Et on travaille vraiment pour décloisonner l'approche et pouvoir appréhender ce moment de vie très particulier qui est celui du décès d'un proche. Pour faire en sorte qu'on puisse simplifier d'abord la démarche. On a beaucoup travaillé ces dernières semaines en essayant de partir du vécu pour déjà décomplexifier, vous l'avez dit tout à l'heure, dans le langage normé. Alors moi, je suis censé être le champion du langage normé, au fond, en venant ici à la tribune. Décomplexifier le parcours. Il y a eu un énorme boulot qui a été fait. Si aujourd'hui, vous allez sur servicepublic.fr, un peu le site de référence, vous verrez qu'il y a cette approche par moment de vie, avec des questions qui vous sont posées, qui ne sont pas les trucs absurdes du CERFA, numéro machin, etc., qui sont des questions simples, pour essayer de qualifier la situation et ensuite d'adapter le parcours pour pouvoir vous accompagner. Dans ces moments-là, c'est vraiment ma deuxième priorité, c'est de faire en sorte qu'on puisse parler à quelqu'un. On fait souvent le reproche à l'administration, au fond, par sa surnumérisation parfois, de s'être déshumanisée. Je crois que c'est un moment dans lequel on a besoin d'avoir l'accessibilité. C'est pour ça qu'on a mis en place des équipes. Il y a un numéro de téléphone, ça s'appelle 3939. Il y a des équipes qui sont bien formées derrière et qui donnent la possibilité de pouvoir parler à quelqu'un par téléphone, de pouvoir être appelé. Je vous parle de choses qui sont très concrètes, mais je crois que c'est aussi ça dont on a besoin. C'est pour ça qu'on forme tous nos agents dans les maisons France Service, particulièrement à ce moment de vie-là, pour pouvoir initier ce premier chemin dans l'accompagnement. Et puis, pour moi, ce qui est la troisième priorité, c'est qu'on puisse, en tant qu'administration, faire, vous avez prononcé le mot d'aller vers, au fond, d'être beaucoup plus proactif à ce moment-là. Il y a des choses qui existent qui sont formidables, moi que j'ai découvert au fur et à mesure. Il y a des caisses nationales d'assurance vieillesse qui appellent proactivement les gens qui viennent de perdre un proche pour justement leur dire voilà les démarches qu'il faut effectuer, etc. Et ça change tout. Et en réalité, à la fin, c'est quasiment un gain de temps pour l'administration parce que de toute façon, la personne va revenir vers l'administration à un moment donné. Et donc, j'ai conscience qu'en vous disant ça, je dépasse le simple sujet du deuil au travail, mais je crois que toutes ces difficultés administratives, elles viennent s'ajouter au fait de rester en activité, mais ça explique tous les chiffres, et je ne les reprends pas. Vous avez partagé le nombre de gens qui changent de boulot, c'est très important, et votre témoignage, madame, était plus qu'éclairant sur ce sujet-là. Donc je crois que la première mission de la puissance publique, c'est d'assurer
que l'administration soit bienveillante à ce moment-là d'accompagnement du proche. Et puis, je voulais y ajouter ce qui me semble être la deuxième responsabilité, cette fois-ci avec une casquette d'employeur public, premier employeur du pays, 5,7 millions d'agents. Et je crois qu'on a une responsabilité particulière. C'est un enjeu d'exemplarité, mais presque, je voudrais m'autoriser à mettre un instant cet enjeu d'exemplarité qui est souvent invoqué quand on évoque la fonction publique de côté, pour plutôt parler le langage des DRH, parler le langage de l'entreprise. C'est un enjeu d'efficacité, c'est un enjeu d'attractivité. Nous qui avons cet enjeu-là au cœur de nos défis pour notre administration. Moi, je suis absolument convaincu, mais vous l'avez extrêmement bien dit, que si on bouge les lignes culturelles de ce qu'on est capable de porter comme intention aux agents publics à ce moment-là, mais c'est le meilleur démonstrateur qu'on est en train de changer la fonction publique. Et que la question des conditions de travail, ce n'est pas des grands discours qu'on livre ou qu'on met dans le dialogue social. Mais c'est extrêmement important. C'est des choses qu'on va bouger de façon extrêmement concrète. Je vois beaucoup de points communs avec des sujets qui m'occupent beaucoup en ce moment. Il y a quelques jours, je lançais un plan sur l'accompagnement, la prévention sur les maladies chroniques. Et il y a beaucoup de points communs, évidemment. La question notamment culturelle de la reconnaissance de la vulnérabilité. Et je crois que peut-être que notre première mission, c'est celle-là, c'est de sortir du tabou, de faire en sorte qu'on en parle, de faire en sorte que ce soit un sujet qui soit existant, et l'impulsion doit être donnée du plus haut. Si le ministre là-dessus ne donne pas la ligne, je crois qu'au fond, il y a peu de chances que ça puisse aboutir dans nos lignes directrices de gestion, dans nos comités sociaux, etc. Et j'arrête tout de suite avec le langage administratif. Donc il faut qu'on puisse mener cette bataille culturelle-là et lever ces tabous, parce que je crois à la puissance du collectif. Je crois que si on accepte de se dire qu'au fond, la vulnérabilité, c'est quelque chose qui doit être reconnu et qui peut être une force, qui peut rassembler. Merci pour tout ça, pour les mots très forts que vous avez eus sur le journaliste qui est décédé. Et ça peut être un élément, mais infiniment de force pour une organisation et singulièrement pour la puissance publique. Donc, cette bataille, elle est culturelle. Elle doit s'accompagner pour être crédible d'actions très concrètes. Et vraiment, vous disiez, le guide, il va falloir l'adapter. Au fond, on a beaucoup, avec mon équipe, regardé les choses en disant, au fond, il est déjà déployable, je pense, en l'état. Il y a un boulot qu'on doit pouvoir mener, mais sur les étapes que vous avez appréhendées à travers cet outil-là, elles existent et elles s'inscrivent extrêmement bien dans le quotidien de la fonction publique. Et donc, moi, au fond, au-delà des remerciements, je voudrais rajouter un engagement ce soir. C'est de faire en sorte que non seulement le guide, on puisse le déployer, on puisse le mettre dans les lignes directrices de gestion, on puisse en faire un objet de dialogue social. C'est un sujet que vous avez évoqué aussi. Dans l'agenda d'amélioration des conditions de travail des agents, je veux placer cette question du deuil au travail au cœur, parce que je crois qu'elle irradie au fond, et de pouvoir concrètement former, accompagner et bouger les lignes dans la fonction publique. Donc c'est vraiment l'engagement que je voulais prendre ce soir, au nom du gouvernement, mais en tant particulièrement d'employeur public et de ministre de la fonction publique. Donc je voudrais vraiment vous remercier infiniment de ce moment-là, mais au-delà de ce moment-là, de cet engagement collectif, parce que je crois qu'on peut faire beaucoup de choses et on peut faire bouger les lignes très concrètement de notre société et de notre fonction publique. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Merci à vous, Madame la Ministre déléguée, pour votre soutien et votre engagement donc à la prise en compte du deuil dans la loi sur la fin de vie et dans la stratégie décennale du gouvernement. Merci à vous, donc, Monsieur le Ministre, pour votre prise de parole et votre soutien précieux. L'administration, c'est vrai, elle peut contribuer, elle aussi, à ne pas ajouter à la douleur des personnes endeuillées, vous l'avez très bien expliqué, et leur faciliter les démarches indispensables. Merci aux partenaires, Clésia, au CIRP, IPK, partenaire de l'association Empreinte sur ce projet. Merci à l'association Empreinte pour tout le travail effectué. On va dire merci aussi à tous ceux qui ont participé à la réalisation, puisqu'il y a une captation de cet événement que vous pourrez retrouver bientôt en replay sur le lien de l'association. Voilà, on vous propose de partager un verre, Marie. Oui. Et merci Laetitia Nallet, parce que vraiment elle est remarquable, elle nous accompagne à chaque fois. Merci beaucoup.